dès les années 70, on sait en fait qu'il y a des problèmes et on n'a rien fait pour les arrêter. Et au contraire, on a continué à accélérer le processus. Comment ça pourrait changer? C'est vraiment la grande question. Nous avons commencé il y a 50 ans à nous battre contre la pollution de l'eau, la destruction des rivières, c'est-à-dire contre les agressions menées contre la planète. Et aujourd'hui, ceux qui se battent pour le climat se battent aussi parce que la planète, ils la sentent menacée de partout. Le point de départ a été le fait qu'on envoyait les saumons, qui est un poisson majestueux, un poisson réputé, renommé. Et on a vu ce poisson petit à petit disparaître de plusieurs rivières bretonnes. Et en particulier, dans la fin des années 60, il y avait des hécatombes de saumons, pas très loin d'ici, à Quimperlé, sur l'estuaire de l'Aillet, qui s'appelle la Laïta. À partir des années 60, la Bretagne connaît des changements rapides et radicaux dans tous les domaines, et notamment dans celui de son agriculture. Le développement des productions hors sol, le recours à la chimie, la rationalisation des productions, des races animales et des variétés de céréales construisent un modèle agricole dont la finalité est de produire plus et plus vite. Une évolution qui néglige totalement un volet essentiel, celui de la préservation de la nature. Quand on a démarré, il y avait une certaine résignation. Il y avait aussi, c'était les 30 Glorieuses, donc il fallait le progrès, il fallait non surtout pas dénoncer la pollution, pour la simple raison que c'était les emplois, bien entendu. Les premières alertes elles sont arrivées vers les années 60, 74, 75, dans ces eaux-là. Mais à l'époque, on était en pleine lancée du développement économique. Et cette approche environnementale venait contrecarrer toutes les stratégies économiques. Donc c'était inaudible à l'époque. Et il a fallu que progressivement, on ait des indicateurs, les taux de nitrate qui montent, et ça montait relativement vite, pour qu'il y ait un certain nombre de gens qui commencent à se dire « mais attendez, on ne peut pas continuer comme ça ». Il a fallu convaincre, et petit à petit, les gens, effectivement, les élus par exemple ici de la commune, au départ, nous regardaient avec des gros yeux, mais pour finir, on a réussi effectivement à convaincre. Très très vite quand même, on a bien montré que c'était au-delà de la pêche. Que ce qui nous intéressait, dès le début, on a bien dit, le combat, c'est un combat du saumon à l'homme. Ce premier travail, ça a été de faire venir les Bretons au chevet de leur rivière. Et les opérations que nous avons menées de restauration, d'entretien du cours d'eau, elles nous ont permis de recréer du lien. Sur cette rivière ont été organisées les premières classes de rivière. En formant les jeunes, on formait les adultes, on avait des articles de presse, et donc on a modifié quand même le regard que les gens portaient sur leur rivière. Donc 10 ans après, en quelque sorte, on a mis en place un contrat de rivière, 5 ans de travaux sur tout le bassin versant de l'Avesnes-Stergoz, ici on est sur le Stergoz, pour refaire des stations d'épuration quand elles existaient mais étaient en mauvaise santé. Et au-delà de ça, justement, mettre en place aussi des programmes cohérents d'entretien de la rivière. Quand j'étais en responsabilité à la Chambre d'agriculture, on les considérait plutôt comme des emmerdeurs. Parce qu'en fait, c'était l'interpellation permanente. On avait beau essayer de faire des progrès, des améliorations, mettre des éleveurs aux normes, c'était jamais assez. Aujourd'hui, je suis plus nuancé parce que je crois que pour qu'un milieu professionnel avance, il faut aussi qu'il y ait des lanceurs d'alerte. Au départ, on était pêcheurs, bien entendu, avant d'être écologistes peut-être. En fin de compte, on ne défend bien que ce que l'on aime et ce que l'on connaît. Depuis sa création en 1969, l'association connaît une progression régulière. Avec plus de 1300 adhérents et une centaine d'associations membres, elle maille le territoire breton. Eaux et Rivières de Bretagne est membre de France Nature Environnement et cofondatrice de la Fédération Bretagne Nature Environnement. Elle collabore également avec d'autres réseaux, comme les mouvements Nous voulons des coquelicots, Génération Future et Agir pour l'environnement.
40 ans, on ne parlait pas d'éducation à l'environnement. Le centre que nous avons créé ici à Belle-Île-en-Terre, eh bien, c'est un outil extraordinaire, à la fois pour mieux faire connaître les richesses de notre patrimoine naturel et notamment des rivières depuis leurs sources jusqu'à l'estuaire et jusqu'au milieu marin, mais c'est aussi un outil extraordinaire pour éduquer aux gestes éco-responsables. À la 1, à la 2 et à la 3. Oui. On commence déjà à rentrer. On en voit même plusieurs, hein. On voit plusieurs groupes de poissons, des bancs de petits poissons. On n'a plus qu'à l'accrocher. Très très tôt, nous avons fait appel aux scientifiques. Et sur cette rivière sont venus travailler d'abord des étudiants de l'INRA de Rennes. Puis sont venus travailler des gens de ce qui était à l'époque le CNEXO, qui est devenu IFREMER. Parce qu'eux, ils étaient spécialisés dans les problèmes d'eau de mer. L'INRA était plus spécialisé dans les problèmes de terre et d'eau douce. Je crois que l'apport essentiel a été d'expliquer ce lien fondamental entre les écoulements sur les continents à travers les rivières, les ruisseaux, les fleuves et le fonctionnement de l'écosystème marin. Effectivement, on était plutôt sur une démarche, le pêcheur de rivière à la ligne. Nous, on leur parlait d'écosystèmes marins, de pêche à la coquille Saint-Jacques, de nurserie de poissons. Et je pense que notre apport le plus important a été de créer cette interface dans les esprits entre la terre et la mer. Sortir du cercle des convaincus, ne pas rester isolé, c'est d'abord provoquer et accepter le débat avec tous ceux qui ne partagent pas nos analyses et nos propositions. D'où cette implication dans tous les groupes de travail auxquels nous avons été invités, parce que pour nous, c'était à la fois un moyen de mieux comprendre, de mieux connaître, mais aussi de faire part directement à ceux qui ne partagent pas nos points de vue, de nos analyses, de nos propositions, de nos convictions. Il y a forcément une tension à gérer pour une association comme Eau et Rivière entre le fait d'encourager le débat au sein des instances de concertation en étant présente et fortement présente, y compris pour tenir des positions un petit peu fermes. Et puis d'un autre côté, le fait de se dire, si je suis extérieur, je suis plus efficace pour faire pression sur les acteurs qui sont par exemple le maître d'ouvrage des politiques de l'eau. Cette façon d'être à la fois un petit peu dedans, un petit peu dehors, c'est ce que pratiquent en fait tous les acteurs de la concertation elle-même. Le mérite d'Eau et Rivière de Bretagne, ça a été de conjuguer cette capacité à dialoguer tout en étant extrêmement ferme et vigilante sur un certain nombre de lignes jaunes à ne pas franchir. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a d'autres formes d'action collective qui ont une portée plus importante. On sait que l'action en justice, que les mobilisations un petit peu fortes dans l'espace public sont aussi des leviers pour faire bouger. Au début des années 90, quand Monsanto faisait figurer sur les emballages du Roundup un logo qui disait « Respecte l'environnement », nous avons décidé, parce que pour nous il s'agissait d'un mensonge manifeste, d'engager un procès contre Monsanto. Nous avons gagné parce que, en l'occurrence, le bon sens rejoignait la loi. Et à l'époque, évidemment, que nous n'imaginions pas qu'un jour, la question de l'interdiction totale du glyphosate se poserait. Mais c'est en semant des cailloux comme cela que notre association, depuis très longtemps, a fait avancer les choses. Autre exemple, le procès contre l'État dans le dossier des marées vertes que nous avons mené avec 3 associations locales de Bretagne et qui nous a permis de mettre en évidence sur la place publique que les marées vertes, elles avaient aussi pour origine pas seulement la chaleur, pas seulement la pollution par les nitrates, mais elles avaient aussi comme origine l'incapacité de l'État à appliquer correctement la réglementation européenne comme nationale. Je pense que l'apport le plus récent et le plus, je dirais pas original, mais nouveau concernant les algues vertes, a été de montrer en quoi les algues vertes qui se déposent sur une plage, non seulement posent des questions sanitaires, des questions avec induction forte sur le tourisme, etc., mais des vraies questions écologiques sur le fonctionnement de l'écosystème de ces plages. Il faut savoir que ces plages ne sont pas des écosystèmes
sans vie. Ce sont des vrais écosystèmes très riches, notamment des nurseries pour de nombreuses espèces de poissons. Ça veut dire une capacité à être un expert d'un certain nombre de questions qui sont des questions difficiles, redoutables. On le voit aujourd'hui avec la question climatique. Et ça veut dire aussi la capacité à agir au quotidien dans la participation à un certain nombre d'instances, dans l'exercice d'un certain nombre de recours contentieux, dans l'organisation de campagnes de communication. Et c'est cet ensemble qui permet progressivement de faire changer les choses. La dégradation progressive de la biodiversité à laquelle nous n'avons pas remédié aujourd'hui est probablement le combat de demain. Et à celui-là, évidemment, s'ajoute la question du dérèglement climatique. Alors pour moi, les atouts, ils sont assez clairs. C'est justement toute l'expertise qui a été accumulée au fil du temps, ce métier, on pourrait dire, que l'association a acquise, et puis les valeurs sur lesquelles elle a assis son action. Parmi ces atouts également, évidemment, il y a la qualité des personnes qui s'y sont investies et leur niveau d'engagement. Et ça, c'est aussi, non pas une faiblesse, mais c'est une vulnérabilité, parce que l'effort que ça demande de maintenir cette exigence-là dans le temps, c'est énorme. Et évidemment, c'est un sacerdoce qui peut s'épuiser, quoi. Voilà. On n'a pas 50 ans sans un renouvellement des générations de militants. C'est pas possible. Donc il y a bien un renouvellement à Houët-Rivière. Nous, ce qu'on essaie de faire à l'association, c'est d'accueillir les jeunes adultes par des actions locales et concrètes. Donc on revient énormément sur les chantiers nature. Ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément parce que c'est quelque chose de très concret. Et puis, c'est un temps un peu festif. Ils vont être militants, bien sûr, mais pas de la même manière qu'avant. Les enjeux de l'époque, c'était la défense du saumon, la sauvegarde du saumon. Les enjeux du moment, c'est le climat, c'est le réchauffement de la planète, l'adaptation à ce réchauffement. Et face à ces enjeux, l'idée, c'est de se servir de cette expérience comme un levier et de se dire qu'il faut réinventer ensemble une façon d'agir pour la nature. On commence par regarder partout et à se dire « mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire ?» Et après, on choisit un thème un peu de prédilection. Ça peut être l'eau, mais ça peut être la biodiversité, et ça peut être les déchets, et ça peut être... voilà, et on s'engage. Mais par contre, la jeunesse, elle a besoin d'actions concrètes, à la symbolique forte, et elle a besoin de résultats tangibles, quasiment tout de suite, quoi. La rivière est un organisme vivant, depuis la source, les zones humides, les fontaines, les ruisseaux, les rues, tout ça est étroitement lié. Et on doit la considérer, on peut dire, comme une personne ayant ses propres droits, comme si c'était une personne morale.